C'est pas la peine, si? Si, c'est la peine. Alors, juste le temps que les vedettes prennent place, le fait de poser le problème en termes d'îles est absolument passionnant parce que les îles ont déjà eu plein de prix Nobel. Il y a un prix Nobel, Sa Majesté des Mouches, de William Goldenhauff, qui a eu le prix Nobel parce que c'est une situation quasi expérimentale de montrer comment des enfants privés d'adultes réinventent les sociétés et refont exactement les mêmes bêtises que les adultes. Donc, exactement, avec le choix de toute société entre ceux qui privilégient la solidarité et ceux qui privilégient les rapports de hiérarchie, la prise de pouvoir. Alors, le deuxième prix Nobel, vous l'avez sûrement remarqué, c'est le goéland. Je pense que Raphaël a fait exprès de le filmer, parce que les goélands ont eu le prix Nobel avec Tinbergen en 1973. Et Lorenz, ils n'ont pas changé de comportement, ils sont restés très simples. Et quand je venais avec mes enfants, je naviguais dans ces eaux, c'était une chance folle d'avoir fait ça. Et on avait appris le goéland. On le parlait extrêmement, on le criait extrêmement bien, sauf qu'on avait l'accent marseillais. Alors, donc quand les goélands anglais venaient, ça faisait des conflits insupportables. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont eu le prix Nobel. Tinbergen et Lorenz ont eu le prix Nobel sur l'éthologie animale. Et j'étais convaincu que les problèmes de la nature démarreraient en 1973. Erreur complète. Ce qui a démarré en 1973, c'est le projet de construction dans l'île de la Cité, à Paris. Je ne savais pas, à Port-Cros, à Cap-Sissier. J'ai rencontré un Américain qui était venu pour faire aussi des beaux immeubles, des tours de 30 étages. Ça aurait été très beau. Mais ça aurait peut-être un peu changé l'écologie. Alors, donc, ce qu'on va débattre maintenant, c'est des problèmes qui sont du monde vivant. Ce n'est pas seulement des problèmes humains, mais nous, humains, on fait partie du monde vivant. Et ce qu'on va probablement, j'espère, on a un peu préparé, ce qu'on va débattre, c'est comment nous, humains, on modifie le monde vivant du simple fait qu'on existe, et comment les animaux nous modifient aussi, et qu'on est en train petit à petit de se rendre compte que finalement, on vit ensemble et que les êtres humains ne sont pas surnaturels. Les êtres humains participent au monde vivant. Alors, je pense que maintenant, si vous êtes d'accord, je vous présenterai au fur et à mesure quand vous prendrez la parole, plutôt que de faire un... Non, vous préférez que je vous présente les uns après les autres? Non, c'est plus spontané, je vous présente. Donc maintenant, Raphaël Botiveau, qui a fait ce film, il a une formation, il m'a dit tout à l'heure qu'il a une formation de Sciences Po. Alors là, il a bien caché son jeu dans le film, mais ensuite, il s'intéresse au paysage, et on sait maintenant à quel point le paysage participe au façonnement psychologique. Vivre dans une tour, c'est pas du tout la même chose que vivre dans un grand espace, ou vivre à la campagne, ou vivre dans une île. Et puis aussi, il a fait ces films. Vous avez fait d'autres films, vous allez voir. Et il travaille avec le MUSEM, qui est une merveille marseillaise, et avec l'École des hautes études en sciences sociales. Parce que le problème qu'on posait, ma toute petite expérience de géographie, et tout à l'heure, Anne Cadoré, on lui donnera la parole, c'est que, ma toute petite expérience, c'est que la... Si vous pouvez prendre ce micro, parce que celui-là, il ne marche pas bien. Celui-là, il marche mieux, celui-là. Il marche pas. Non, il marche pas mieux. Ça va venir, ça va venir. Alors, ce que j'ai vu, juste, et puis je passe la parole à Raphaël, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans l'île de Bagot, je savais que les gens qui revenaient du Tonkin, on parlait du Tonkin à cette époque-là, les gens qui revenaient du Tonkin, ils étaient souvent très malades, les maladies tropicales. Alors, il y a une maladie tropicale qu'on a facilement importée, c'est le whisky. Mais il y a d'autres maladies tropicales, comme le typhus, la fièvre jaune. Il y avait la fièvre jaune à Bagot. Il y avait la fièvre... Non, oui, je crois qu'il y avait la fièvre jaune.
et que on a vu, alors Bagot, vous connaissez sûrement, Bagot, il n'y a que des rats et des goélands. Et il n'y a que des piles d'os. Et quand les gens étaient malades, on les entassait, comme le dessin l'a montré, on les entassait à Bagot, et probablement on les laissait mourir. Donc donc on va sûrement en parler. Alors Raphaël, dans ce que vous nous avez appris dans ce film, c'est finalement que les sangliers, les cochons, on partage avec les cochons notre structure de viande. C'est qu'on a une graisse périphérique, comme tous les mammifères marins. On a une graisse en périphérie et les muscles à l'intérieur. Donc les cochons, les êtres humains, sont des mammifères marins. Et d'ailleurs, c'est pas faux, puisque dans cette salle, on a tous été des mammifères marins pendant 9 mois. Tous. Et ça veut dire qu'on a respiré avec des branchies. Le reste des branchies, c'est l'oreille interne, c'est-à-dire de l'eau. Et on a gardé, et notre mère nous nourrissait, et on était nourris, logés, blanchis dans une suspension hydrostatique à 37 degrés. Donc c'était vraiment 9 mois de paradis. Mais ensuite, quand on a débarqué dans le monde aérien, là les problèmes ont commencé à se poser. Et alors, Raphaël, l'idée qui me vient en tête, c'est que finalement, dans ce film que vous nous avez montré, l'enjeu, c'était quoi? C'était de montrer qu'on vit avec les cochons, qu'on partage, qu'on a beaucoup de points communs avec les cochons, et qu'on vit avec les cochons, et qu'il y a peut-être des rapports de compétition. Je pense que bon, pour nous, un des enjeux, quand le Fonds régional d'art contemporain et le parc nous ont invités à faire cette résidence avec l'association Voyons Voir également sur le territoire du parc, c'était un territoire qu'on ne connaissait pas. Nous, on avait travaillé principalement dans des projets précédents sur les questions de frontières, de franchissement de frontières et de migration. Mais ce n'est pas exactement sans lien parce que notamment dans les Alpes, la frontière italo-française, on a documenté un petit peu ce territoire qui sépare la France et de l'Italie et qui lie les deux pays aussi, dans un lieu un petit peu aussi étrange, comme peuvent l'être les îles de Porquerolles et de Porquerolles, mêlant des populations différentes. C'est-à-dire que la frontière, par exemple, italo-française, dans la région où on a travaillé, au-dessus de Briançon, à Montgenèvre, est une station de ski l'hiver, transfrontalière, un terrain de golf international l'été, donc les gens passent librement d'un pays à l'autre, et certains, qu'on appelle les migrants, ne peuvent pas passer. Et je fais ce petit détour parce que, à travers la question, le titre du film, les sangliers savent nager, qui est tiré d'un des personnages du film et de l'installation. Il y a plus de personnages dans l'installation vidéo. L'idée, nous on s'est dit on va représenter on va s'intéresser. Enfin, on a commencé par se documenter évidemment sur la région, sur le parc, sur les îles, bon, sont arrivées ces questions de présence légitime ou illégitime, et de divers personnages qui peuplent les îles, humains, végétaux, animaux. Et dont certains ont un statut ou revendiquent un statut d'autochtonie, par exemple, ou d'insularité. À d'autres on l'octroie, plantes, animaux, et à d'autres on le dénie. Et le sanglier, bon, c'est un animal qui attire l'attention de nos jours parce que bon, il a un rapport ancien et compliqué avec l'humain. Pendant longtemps, ça a été un animal qui a toujours été chassé, un gros gibier, mais qui pendant longtemps était rare. Les chasseurs, quand ils pouvaient se targuer d'avoir tué un sanglier, étaient contents parce que c'était un trophée difficile à obtenir. Aujourd'hui, le sanglier est partout présent et c'est devenu... la chasse au sanglier est devenue quelque chose de presque, je dirais pas industriel, parce que la chasse n'est pas industrielle, mais disons d'extrêmement répandu avec des objectifs. Enfin, voilà, il y a vraiment un changement de statut de cet animal qui, en même temps, a une proximité très grande avec nous, puisque il a proliféré aussi en marge et grâce aux activités humaines. Et sur les îles, sa présence nous a interpellés parce que
il a été présent, il a été observé au départ au XVIIIe siècle, les premières observations, mais certainement qu'il a pu aller sur les îles avant. Il a disparu, réapparu, et finalement il a une présence qui est ancienne. Et aujourd'hui, bon, il est considéré comme indésirable parce bon, le film le dit, il abîme les murs en pierre sèche, il détruit un peu des habitats naturels, il mange certaines espèces protégées. Et c'est un petit peu cette tension qu'on retrouve aussi au niveau des humains entre les touristes qui sont perçus comme un danger pour le parc ou pour les habitants et par les habitants des îles, parce qu'ils sont très nombreux aujourd'hui. Bon, il y a des tourismes de différents types, mais voilà, il y a cette tension qui a été au cœur du projet et le film part de effectivement de ce projet utopique de cité touristique autarcique pour un happy few américain et se pose la question un petit peu en filigrane en quoi il peut y avoir une relation entre un tel projet et ce qui finalement est une utopie aussi de préserver la nature dans ces conditions. C'est-à-dire que le parc national est enclavé, mais comme tous les parcs nationaux, dans un monde qui n'est pas protégé. Après, c'est pas le propos du film n'est évidemment pas de dire qu'il ne faut pas protéger la nature, mais c'est des questions qui se posent et qu'on a eu envie d'exposer pour que les gens peut-être se questionnent autour de tout ça. Voilà. Alors je crois que oui, effectivement, on s'est donné rendez-vous ce soir pour se questionner. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai ce que vous avez dit, c'est que l'insularité, c'est presque une méthode expérimentale. On a un lieu d'observation plus facile, on a des frontières, une sorte de cage naturelle dont il est difficile de sortir, et on sait que dès qu'un être humain arrive sur une île, il bouleverse non tout. Il bouleverse même une petite population. La Réunion, l'île de la Réunion, c'est flagrant. Dès que les humains sont arrivés sur l'île de la Réunion, les animaux ont changé, le dodo a complètement disparu. Et je crois... Décidément. Le dodo qui porte un nom agréable, le dodo a complètement disparu dès que les humains sont apparus. Alors je parle parce que d'une part, non seulement on se construit, on se nourrit des animaux, et maintenant, depuis 8000 ans, on élève les animaux pour les faire travailler pour nous et pour les manger. Donc, c'est-à-dire qu'on modifie la nature qui nous modifie. Donc, on est vraiment dans ce monde vivant. Et alors, c'est pour répondre à ça, on a invité Anne Cadoré, qui est géographe. Alors ça, c'est la spécialité. Je voulais que mon petit-fils soit géographe parce qu'il adore la physique et les sciences humaines. Et c'est vrai que c'est une discipline passionnante. Quand j'ai côtoyé Mazurek, il travaillait avec vous à Saint-Jérôme, non? Et il montrait comment notre société, notre manière d'être humain ensemble dépend et fortement déterminée par la géographie. Sur l'île de la Réunion, quand on travaille dans les plaines, on n'organise pas les familles de la même manière que quand on travaille sur les pentes. Puisque dans l'île de la Réunion, il y a un pourtour qui est très touristique et il y a un centre qui est très vertical. Et les relations humaines, les groupes s'organisent de manière différente, et notamment les rapports de couple, les rapports de famille s'organisent de manière très différente. Alors Anne Cadoré, elle est spécialiste des processus conflictuels. Alors là, je pense qu'elle aura beaucoup de travail. Et elle illustre un petit peu, je pense qu'elle va illustrer comment le fait, on s'attache au lieu. Et en éthologie, et même dans ma discipline des théories de l'attachement, on s'attache au site. Et même quand ce site est moche, on s'y attache. Parce que on l'hyper-familiarise. Et que le tranquillisant naturel, c'est pas le Lexomil, c'est l'attachement. C'est-à-dire que lorsque on est en familiarité avec des gens, on les connaît à condition qu'il n'y ait pas d'excès de familiarité. Parce que quand il y a une hyper-familiarité, on est gavé. Et dans ce cas-là, c'est ce qui se passe dans les relations mère-enfant. Si elle n'est pas là, on est désespéré. Si elle est là, on l'envoie promener.
C'est-à-dire que, et c'est ce qui se passe, au début, il faut que les mères aient une relation d'emprise sur les bébés, mais il y a 2 moments où les bébés s'opposent, c'est l'âge du non, que tous les parents ont connu. Au cours de la 3e année, toutes les mères ont connu, viens, on est pressé, on va, s'en va. Et hop, l'enfant file pour se cacher dans un placard. Pour le petit, c'est une victoire psychologique. Je deviens autonome, j'ai 3 ans, je deviens autonome. Pour la mère, c'est tu vas nous faire rater le train, on nous attend. Donc, premier conflit entre les générations. Alors, Anne Cadoré, qui est spécialiste des conflits, elle n'est pas spécialiste des conflits, elle est spécialiste des processus conflictuels, ce qui est une manière différente d'aborder le problème. Et puis maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est que l'environnement qu'on a modifié risque fort de nous modifier biologiquement et surtout psychosocialement. Alors merci. Donc effectivement, je suis géographe. Et je travaille sur la relation entre les humains, les sociétés et leur milieu. Et pourquoi certaines choses fonctionnent ici et pas ailleurs. Et de cette façon-là et pas ailleurs. Pourquoi, effectivement, les gens peuvent s'opposer et comment ils le font. De cette manière-là, sur cette île-là ou sur une autre île. Et c'est ça qui intéresse les géographes, ou certains géographes, puisqu'on a plusieurs dimensions, il y a plusieurs dimensions dans la géographie. Et l'attachement, en fait, en travaillant sur ces fameuses oppositions, s'est révélé très, très fort et vraiment une dimension que j'avais pas... auquel j'avais pas pensé, sur lequel j'avais pas pensé travailler au début, mais qui s'est révélé assez majeur. Pourquoi ? Parce que en fait, sur une île ou sur un territoire, on va avoir des hommes, des femmes qui, plus particulièrement sur cet espace clos, une île, c'est une terre entourée d'eau, mais c'est pas que ça. Elle se définit aussi pour les espaces qui sont habités par un vécu, un quotidien, des relations de sociabilité particulières, parfois tendues, et aussi une certaine crainte et certaines inquiétudes par rapport à ce qui peut changer l'identité et les repères qui se sont créés. Et donc cet attachement qui se crée au paysage, qui se crée aux amis, à la famille qu'on a présents donc sur une île, des liens affectifs qui peuvent être perturbés ou un héritage culturel, des émotions, un vécu, une enfance particulière. Quand on se souvient d'avoir joué à tel endroit, alors c'est valable pour ceux qui habitent les îles, mais c'est valable aussi pour ceux qui y passaient, y séjournaient chez leurs grands-parents, etc. Donc même si on n'est pas habitant permanent d'une île, il y a quand même cet attachement. Et cet attachement, quand il est perturbé, eh bien, il va créer il y a des formes de solidarité qui vont s'activer, se réactiver pour pouvoir le protéger ou protéger une idée en fait qu'on se fait d'une île et pour pouvoir aussi se protéger soi-même. Et parce que l'attachement à un lieu renvoie aussi à un sentiment de réconfort, d'identité. Donc on va parler d'identité insulaire et beaucoup de géographes qui ont travaillé là-dessus. Donc c'est une force. C'est une force parce que elle va permettre de se fédérer. Et pour citer un exemple un peu éloigné, mais c'est aussi l'idée de cette discussion, c'est de sortir un petit peu même de la Méditerranée pour parler de la Colombie. On a sur des îles en Caraïbes, des îles qui étaient finalement pas un peu, voire pas du tout investies, même par des populations autochtones, et qui l'ont été avec les situations d'empires coloniaux et se sont développés sur des espaces qui étaient finalement en marge, une population afrodescendante qui est devenue pêcheur, qui a appris la pêche. Alors pourquoi sur ces îles ? Parce qu'en fait elles étaient éloignées, c'était des espaces relégués et qu'elles n'étaient pas très intéressantes pour ceux qui étaient en position de domination. Et cette île a été investie. Elle a été fortement appropriée par ces populations afrodescendantes et puis ces îles sont devenues le centre de cartels
de cartels liés à la drogue. Donc il y a eu un changement, une perturbation aussi, mais une incapacité finalement à s'opposer. Donc une adaptation et une forme de résilience finalement. Et puis après, les cartels sont plus ou moins partis. Est arrivée une population touristique avec des projets d'aménagement qui ont vu le jour, avec des projets d'aménagement type Club Med qui se sont appropriés le contour de l'île, cloisonnant et faisant en sorte que cette population fortement attachée s'est retrouvée au centre de l'île, très solidaire. Et aujourd'hui, avec la présence d'un parc national, elle va utiliser ce fort attachement pour défendre ses droits et être acteur en fait de la protection de l'environnement de cette île et des îles qui sont aussi à proximité. On a la création en fait d'une identité à la fois par cette solidarité, mais aussi avec l'opposition et les conflits qu'il peut y avoir avec des éléments exogènes, soit des autorités, soit... donc voilà, c'est ça qui est intéressant en termes de processus, d'approfondir et de questionner. Et quel est le lien? Qu'est-ce que ça peut... en quoi c'est important pour des gestionnaires d'espaces protégés de s'intéresser à cet attachement. Et ça l'est parce que on a ce qu'on peut appeler en géographie les territorialités. Elles sont importantes à prendre en compte et de les considérer pour pouvoir agir et être acteur aussi avec ces populations. Là, je parlais de la Colombie, mais il y a bien d'autres exemples qui existent pour qu'il y ait quelque chose de co-construit qui puisse exister. Alors vous comprenez pourquoi j'aurais aimé que mon petit-fils fasse géographie. C'est qu'il y a un mélange de sciences dures et de sciences molles, et les sciences molles sont quand même plus amusantes que les sciences dures. Et alors j'ai été en Colombie, j'ai souvent travaillé, et beaucoup de Colombiens sont venus travailler avec nous à l'université de Toulon. Et on a eu beaucoup d'échanges. Et j'ai été à Cartagena, bien sûr, avec les îles, et je confirme tout ce que vous avez dit. Sauf qu'en plus, maintenant, avant, on allait dans les îles, dans des troncs d'arbres creusés avec un moteur derrière. Et maintenant, il y a la vedette que Raphaël a montrée. Il y a des vedettes comme ça avec 50, 100 personnes derrière. Et comme le vent se lève très fort à partir de 15 heures, il y a vraiment, c'est le Mistral à côté, c'est une douce brise. Le vent se lève très fort. Et les conducteurs jouent à aller très vite pour que le bateau tape sur l'eau. Donc les touristes hurlent de frayeur et de plaisir en même temps, et ça dénature complètement. Enfin, c'est un autre plaisir, quoi. C'est le plaisir qu'on avait de ces petites îles. On mangeait assis dans l'eau. Vous avez été en Colombie? Donc on mangeait assis dans l'eau. C'était vraiment des grands moments. Alors, vous avez parlé d'attachement, ce qui me convient, et dans une île, si on est seul dans une île comme Robinson Crusoe, on risque d'être très malheureux, puisque quand on vit sans autre, on sait qu'en neurologie, quand on vit sans autre, le cerveau dysfonctionne. Il en prend un méchant coup. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. C'est le paradoxe de la condition humaine, mais les mammifères ils pourraient dire la même chose. C'est-à-dire, mais quand il y a une prison affective, et dans les îles, est-ce que c'est pas facile de constituer une prison affective? On voit toujours les mêmes gens. Un petit conflit prend une importance démesurée, il n'y a pas d'échappatoire possible. On rumine, on croise les gens qu'on déteste. S'il y a un conflit, on ne peut pas ne pas les croiser. Alors que quand l'espace est grand, on peut l'éviter. Et l'évitement, c'est quand même aussi une manière de s'apaiser. Et est-ce que dans les îles, la géographie de l'île, l'espace restreint, ne contraint pas à modifier la manière de vivre ensemble? Alors, sur la question du déterminisme géographique, je serais un peu nuancée. Parce que sur d'autres îles, on voit que malgré tout, il y a cette dynamique sociale qui va être en capacité de s'adapter à l'environnement physique.
malgré la dureté de la situation, malgré des ressources qui diminuent. Par exemple, à Rapa Nui, donc c'est l'île de Pâques, où il y a eu des ressources qui ont fortement diminué. Il y a quand même une société qui a su s'adapter, modifier aussi ses relations, et puis s'ouvrir, parce qu'une île, c'est pas que... alors c'est certes isolé par rapport à un continent, mais si on prend une autre vision, finalement, c'est un point d'appui, notamment dans le Pacifique, où là, on va pouvoir... on va avoir cette ouverture, et c'est finalement pas si isolé que ça dans certaines parties du monde. Bon, je ne sais pas si j'ai bien... Si, ça nous a bien plu, ce qu'elle a dit. Si, exactement. Mais alors, Toulon, c'est une ville de marins. Statistiquement, il y en a dans la salle. Et ils racontent que quand ils vont dans des sous-marins, ou même quand ils vont, Patrick Clairvaux a été au Groenland, quand ils partent dans les sous-marins, ils ont une formation physique, mentale et technique excellente. Ils partent, ils se sentent en fraternité, et quand ils vivent dans un milieu clos, au bout de 15 jours, ils ne se parlent plus, ils s'évitent. Et alors, c'est multidéterminé, c'est comme... Je vous en prie. Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a ces sociétés, une communauté, mais en fait composée de plusieurs. Donc, pour reprendre l'image de Rapa Nui, on a une population effectivement avec... à l'heure actuelle, des conflits intergénérationnels, voilà, des choses, des fragmentations qui existent. Et en même temps, quand il y a quelque chose d'exogène à l'île, donc ça a été le cas par exemple de la création d'un parc marin autour de l'île, et bien là, la société, elle s'est à la fois fragilisée, mais en même temps, elle est parvenue au bout de plusieurs années, et grâce à des conditions de dialogue qui se sont mis en place, à trouver la force en fait d'aller plus loin que les différents intergénérationnels ou de vision même du monde, pour pouvoir défendre l'idée que la population Rapa Nui, dans son ensemble, peut être acteur de, là pour le coup, la protection de l'environnement, et c'est le cas aujourd'hui, avec une adaptation aussi d'exigences liées à l'environnement, mais en cogestion, on va dire, avec... une cogestion entre des habitants à l'échelle locale et avec des acteurs à l'échelle internationale, et des visions et des exigences plus larges que l'environnement local. Perméable, on n'est pas même une île, c'est jamais vraiment clos, c'est perméable. Mais ce que vous venez de dire, on le dit aussi, les cellules en biologie. Quand on a inventé le microscope, nous a permis de découvrir les cellules. Et le mot cellule désignait un espace clos. Sauf que si on avait un autre outil d'observation, un microscope électronique, on verrait que ces cellules, elles sont pleines de pores. Donc on n'emploierait plus le mot cellule, on emploierait le mot passoire. C'est-à-dire que la passoire, donc peut-être que l'île aussi est une passoire, parce qu'effectivement... Alors effectivement, j'ai été invité chez les Indiens de Fortaleza, et Adalberto Barreto est venu travailler avec nous ici, à la Seine. Et quand j'ai été dans cette tribu d'Indiens qui se disaient clos, ils restaient entre eux, il y avait bien sûr des conflits très violents entre chaque tribu, et bon, il n'était pas question de passer d'une tribu à l'autre. Et puis un jour, je vais dans un restaurant d'Indiens. Alors les hôtels, on habitait dans des huttes en hauteur, avec des échelles, parce que les serpents ne savent pas monter à l'échelle. Donc nous, on sait monter à l'échelle, et on dormait en hauteur. C'est pas la peine qu'il y ait des vitres, puisqu'il fait 30 degrés l'été, 25 degrés l'hiver. Donc c'était très agréable. Et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Et ils m'ont dit, mais il y a un tel, ils m'ont montré un Indien avec des plumes, un vrai Indien, quoi. Et ils me disent, lui, allez le voir, il parle anglais. Alors j'ai été voir cet Indien qui parlait anglais, et j'ai compris très vite qu'il avait réussi à faire croire à ses copains qu'il parlait anglais, mais en fait,
En fait, il était monté dans la hiérarchie des Indiens, mais en fait, il parlait pas anglais du tout. Il parlait encore plus mal que moi, donc je l'ai beaucoup aimé. Alors, on a invité Marc Ducombe, qui est le président du Parc national de Port-Cros, qui a une formation d'ingénieur agronome et qui, en même temps, lui aussi a une formation technique, parce que l'agronomie... Et alors, là, quand on a parlé tout à l'heure, la question qui me venait, c'est que Port-Cros, est-ce que la résilience des sols à Port-Cros et dans la région n'est pas mise en cause par les nouvelles manières de vivre à Port-Cros, et notamment par les bateaux, par tout ce qui use le sol? Alors oui, tout d'abord, on a parlé des îles, mais les îles, elles existent parce qu'il y a de l'eau autour, et l'eau, c'est la mer. Et ma première idée, c'est peut-être de vous parler du regard vers les îles, du regard vers l'eau, ici pour Port-Cros et Porquerolles, bien entendu, mais aussi ramener ça à ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a fait appel à une résidence d'artistes aussi pour avoir un regard un peu différent et un peu neuf du regard historique, je dirais, des parcs nationaux sur leur environnement, qui est un regard scientifique d'abord, un regard aussi sur la préservation et les modes de gestion pour préserver les milieux naturels, et puis un troisième point qui est plutôt tourné sur l'accueil des visiteurs et la façon de faire partager effectivement ces beaux paysages et les connaissances qu'on peut avoir aussi sur la faune et la flore. Voilà, ce regard de l'artiste, en fait, il transcende un peu le regard classique qu'on peut avoir, et ça nous a amené depuis 3 ans maintenant à travailler avec le FRAC sur l'organisation de ces résidences, dans l'esprit justement de ne pas avoir des documentaires. Et vous avez vu que le film qui vous a été présenté est tout sauf un documentaire. C'est une création artistique, et c'est bien dans ce sens-là qu'elle nous intéressait, et c'est aussi ça qui nous intéressait pour venir ici à Passion Bleue, présenter ces travaux dans une enceinte qui est aussi une enceinte très, très culturelle, avec laquelle on travaille bien, et de mieux en mieux, on s'en réjouit. Voilà. Le regard sur l'eau, moi j'ai été amené à pas mal travailler pour le Conservatoire du Littoral sur les régions lointaines des Outre-mer. Et j'ai toujours été très frappé aux Antilles en particulier de ce regard un peu négatif des créoles vers la mer, et d'une certaine ignorance de leur littoral. L'interprétation que j'en ai faite après avoir discuté avec des natifs de ces îles, mais c'est cette histoire en fait de la prison. La mer pour eux est un peu les barreaux de la prison. Ils ont été forcés effectivement pour beaucoup d'entre eux, dans le cadre des marchés triangulaires, de la traite de l'esclavage, d'arriver sur ces îles et de se trouver effectivement quelque part bloqués à ne pas pouvoir aller franchir la mer. Et pour moi, j'ai un peu navigué avec des Antillais, je les ai vus sur le littoral. Ils ont le mal de mer très facilement, c'est affreux. Et ils essayent d'ignorer le plus possible leur mer qui est face à eux, et le littoral. Voilà. Par essence, je trouve que ce sont des terriens. Mais heureusement, de plus en plus, je dirais, l'ouverture d'esprit les amène à revoir ça. En Polynésie, on a une approche totalement différente. Le Polynésien dit, si je fais naufrage, je me donne à la mer, et la mer me transporte vers de nouveaux rivages. Et cette culture les amène effectivement, en cas de difficultés en mer, à essayer de composer avec la mer plutôt qu'à lutter contre la mer. Et on est donc dans un rapport complètement inversé. Ici, dans nos sociétés occidentales, le regard sur l'horizon. Le regard sur l'horizon, c'est un regard vers l'au-delà, un regard vers l'infini. Et quand on est face à la mer, face à cet horizon, tout à coup surgit une île. Et l'île, finalement, c'est quoi? C'est aussi une escale avant cet au-delà, ou une escale avant cet infini de l'horizon. Et l'île exerce une fascination aussi, et une attractivité, par le fait qu'elle est cette escale vers un au-delà, qui est un au-delà aussi culturel, quelque part. Et je trouve que c'est intéressant, effectivement, d'avoir ce regard un peu neuf sur nos îles, sur le parc national, au-delà simplement des mesures de protection qu'on met en place, ou du travail des gardes que vous avez très, très sommairement vu dans
dans le film de Raphaël et d'Hélène. Voilà, donc pour répondre plus à la question de l'implication du parc, c'est toujours difficile, c'est bien dit dans le film, hein, de se dire qu'on est un confetti dans un océan de transformation du monde aujourd'hui, un océan, je dirais, de changements aussi qu'on appelle les changements globaux, dont personne ne peut actuellement savoir quelles sont les conséquences précises au niveau du confetti dont on a la responsabilité et la charge. On commence à avoir des grandes lignes d'évolution, des grandes lignes de changement, mais se dire comment gérer ce confetti par rapport à ces grandes lignes évolutives, ça pose des questions face auxquelles on n'a pas toutes les réponses. On considère assez facilement qu'un milieu bien entretenu et une île bien entretenue, où les écosystèmes sont plutôt en bonne santé, est une île de résilience, est une île où effectivement le changement climatique va mieux être accepté par les écosystèmes et va mieux pouvoir s'adapter et passer au travers effectivement de la crise évolutive qui se présente aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu le rôle qu'on a, je dirais, de gardien de ces îles pour essayer, alors à la fois de permettre cette meilleure adaptation de l'écosystème, mais en même temps aussi, et peut-être surtout, de parler de ça. Et voilà, de dire à nos visiteurs, de dire à une salle comme la vôtre, il faut apprendre à avoir ce regard sur l'environnement et apprendre effectivement à recomposer avec la nature. On est dans une civilisation qui s'est énormément détachée de la nature, et la nature fait partie de notre culture. Et on a trop longtemps considéré que nature et culture s'opposaient, et il faut réhabiliter la place de la nature dans notre société et dans notre culture, de façon à pouvoir mieux la protéger. Je veux dire, c'est pas un jardin au sens où il faut respecter effectivement les dynamiques spontanées de notre écosystème, mais il faut néanmoins être là. Quand on voit les griffes de sorcières, on peut parler des rats aussi qu'on a là, on intervient. Pourquoi? Parce que si on laisse les griffes de sorcières se développer à Bagot, certes on aura des belles fleurs rouges pendant 15 jours de l'année, ce sera magnifique, tout le monde dira c'est merveilleux, mais voilà, ça se fera au détriment de la quasi-totalité des espèces natives qui sont sur l'île. Et on a mené depuis maintenant 13 ans un grand programme de réhabilitation pour essayer de retrouver une île proche des conditions natives initiales, de façon à mieux voir comment cette sentinelle peut aussi ensuite évoluer face aux changements globaux et face aux changements climatiques. Donc on est voilà, dans cette logique avec notre conseil scientifique. Je me réjouis que Anne soit là, elle est aussi conseillère scientifique, et Daniel également. Donc on est sur cette approche effectivement de dire les choses changent, il ne faut pas figer les systèmes, il faut apprendre à les accompagner et apprendre à les regarder, à mieux les connaître pour pouvoir effectivement mieux les accompagner dans ces évolutions et continuer à trouver notre place dans ces évolutions. On ne peut pas ne pas changer. C'est très clair. Les plantes, les animaux, le climat, nous-mêmes, biologiquement, on ne peut pas ne pas changer. Vous avez employé le mot crise. Et on a parlé à Marseille, on s'est beaucoup posé ce problème. La crise, c'est un mot qui vient du domaine médical. Il parle, il perd connaissance, il convulse, il se relève et il finit sa phrase. Ça reprend comme avant. Et nous, on emploie le mot catastrophe. Kata, césure, strophein, obligation de prendre un virage. Ce qui veut dire que quand il y a une catastrophe comme ce qu'on est en train de vivre, catastrophe climatique, catastrophe économique, catastrophe politique, catastrophe culturelle, ce qu'on est en train de vivre nous oblige à faire une évolution, si possible, bénéfique. Parce qu'il y a des évolutions tragiques, il y a des involutions. Alors, ce que vous nous expliquez, ça me fait penser à un travail de Jean-François Dombremet, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Jean-François Dombremet, c'est un professeur de géographie de Grenoble. Et Jean-François Dombremet avait travaillé sur les pentes de l'Himalaya. Et sur les pentes de l'Himalaya, avant que la Chine s'approprie, coupe en deux. Et il y avait un groupe humain, une tribu,
qui vivaient en bas dans la vallée, où il y a de l'eau, des fruits, les animaux vaquent, il n'y a aucune contrainte. Mais la mousson arrive et il faut monter sur les pentes de l'Himalaya. Et des contraintes modérées apparaissent, il faut contenir les animaux, il faut mettre des enclos, et des rituels apparaissent adaptés à la surveillance des animaux. Donc dans la plaine, il n'y a pas de danger, tout le monde vaque, les animaux vaquent, les enfants vaquent, et les hommes ne pensent qu'à organiser des fêtes. À mi-pente apparaissent des contraintes, et une partie, les vaches ne peuvent pas dépasser je ne sais plus quelle hauteur, mais comme il n'y a pas à manger pour tout le monde, les yaks, qui eux peuvent monter, montent plutôt accompagnés par les hommes. Et là, il y a des cailloux, il y a des précipices, et les rituels changent. C'est-à-dire qu'un homme, un enfant, un animal qui tombe, c'est la catastrophe pour le groupe, et les rituels deviennent féroces. Là, l'autorité devient une valeur de survie. Alors que dans les plaines, avant la mousson, l'autorité est confondue avec la contrainte. L'autorité devient contrainte dans les vallées, où il n'y a pas de danger. L'autorité devient valeur de survie quand il y a un danger. Donc Mais ce que vous dites, Boris, me fait penser à quelque chose, c'est qu'il y a un parallélisme entre la capacité d'adaptation d'une société et quelque part la capacité d'adaptation d'un écosystème aussi. On peut essayer de faire un parallélisme entre ces deux notions. Les changements climatiques, si on parle d'eux, ils ont été vécus par notre planète au cours de l'histoire. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la brutalité de ce changement et le fait que, face à cette brutalité, l'écosystème aura-t-il la capacité, effectivement, de s'adapter, ou va-t-on, effectivement, plutôt vers la catastrophe et la crise. Donc, on a plutôt tendance à considérer aujourd'hui que la vitesse de changement est telle, à l'échelle des temps géologiques, que la capacité d'adaptation de l'écosystème va pas permettre, effectivement, un tel maintien d'une richesse de la biodiversité, parce que ça va se faire vraisemblablement au bénéfice de certaines espèces beaucoup plus opportunistes que d'autres. Mais ce parallélisme entre l'évolution des sociétés, la capacité d'adaptation des sociétés et la nature est vrai. Notre société, notre civilisation fondée effectivement sur cette hyperconsommation de ressources fossiles, aura-t-elle la capacité de s'adapter? Alors moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas le dire, mais il y a un certain nombre de choses qui me paraissent effectivement mal parties en termes de société. Je n'ai pas tendance à considérer que l'espèce humaine va s'éteindre, mais qu'on va avoir un changement brutal de civilisation qui va nous amener effectivement à reconsidérer nos systèmes sociaux, la géographie de nos implantations, et la vraie valeur, je dirais, de la vie de l'homme et de la vie en harmonie avec la nature. Après une catastrophe, il y a une modification de notre ethos, la hiérarchie de nos valeurs morales. Et là, vous avez parlé consommation, le virus qui nous a fait souffrir. Le virus est un produit de civilisation, parce que dans notre intestin, sur les bouteilles, il y a des millions de virus qui sont tous bénéfiques. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle majeur dans la synthèse de la sérotonine et de la dopamine. La sérotonine, c'est synthétisé dans l'intestin, qui est un euphorisant, où on éprouve le plaisir de parler ensemble, et la dopamine, qui nous donne le plaisir de bouger, de faire un jogging. Merci les virus. Sauf que le Covid-19, c'était pas un virus, notre organisme n'a pas su affronter. On n'était pas équipé biologiquement pour affronter ce Covid-19 qui est un produit de la civilisation. Des élevages intenses où les déjections des mammifères se mêlent à celles des oiseaux pour inventer un virus contre lequel on ne sait pas se défendre. Alors on est obligé de faire ce qu'on fait d'habitude, on se défend par la technologie, c'est-à-dire le vaccin et le confinement. Mais le vrai virus à l'origine, Boris, c'est la surconsommation de carbone. Et ce virus-là, il gagne pas l'individu être humain, mais il gagne la société. Et il se comporte aussi comme un vrai virus à l'égard de la civilisation. Voilà, on dit ça juste pour remonter le moral. Hein. Non. La résilience, Boris ne dira pas le contraire, mais la résilience nous sauvera, pauvres humains. Alors oui, les sols à Ramatuelle, j'ai visité les études sur la résilience des sols.
où la plage était en train de partir. Et je crois que ce sont des agriculteurs et des architectes. Mais alors là, je pense que vous allez nous expliquer certainement mieux, à coup sûr mieux que ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, on a constaté, on m'a expliqué qu'il y avait une résilience des sols, une nouvelle architecture, une nouvelle plantation qui permettait de maintenir le sol. Donc là, il y a un facteur de résilience. Alors Daniel Fagé, qui est historien, alors j'ai retrouvé le nom, c'est des Espagnols, des Français napoléoniens qui ont été mis sur une île. C'est les prisonniers de Cabrera. Il y a peut-être des gens, vous connaissez, c'est-à-dire, vous connaissez? Ça, c'est une histoire absolument passionnante. Des soldats napoléoniens, et ils ont refait une société. On vous donnera la parole, vous prendrez la parole tout à l'heure. Si, vous êtes obligé. Si. Alors, Daniel Fagé, donc, c'est un tropézien, donc c'est pour ça qu'il connaît très bien Ramatuelle. Il a la chance d'être né à Saint-Tropez. Mais c'est aussi un historien de l'environnement. Alors je pense que le virus, les épidémies de peste, Marseille a une histoire tragique avec les pestes de 1348, 1720 et toutes les autres dont on parle peu. Il y avait une très belle exposition à Marseille, à la Bourse, sur l'épidémie de 1720. Il y avait des archives, il y avait des dessins, il y avait des tableaux, il y avait des objets. Ah bon, alors là, vous pouvez pas ne pas parler tout à l'heure. On a failli parler l'année dernière au chemin de la peste. Ah, mais vous êtes... La semaine dernière. L'année dernière, nous avions failli parler, c'était route de la peste, route de la soie. Puis c'est Covid qui a choisi autre chose. Rappelez-moi votre nom. Voilà, Gilbert Buty. Alors cette exposition était bien faite, elle était absolument passionnante. Et alors là, ça pose un problème de la présence humaine, comment la victoire technologique abîme l'environnement qui nous abîme. Et c'est notre victoire technologique, parce que beaucoup d'espèces disparaissent par leurs points forts. On fait partie, nous humains, on fait partie des 5% d'espèces vivantes à l'origine. 95% à peu près des espèces vivantes à l'origine ont disparu. Et un très grand nombre de ces espèces ont disparu par leurs points forts. Les élans ont disparu par leur ramure très forte. Ils baissaient les loups les mangeaient facilement puisqu'ils ne pouvaient plus relever la tête. Et on voit par exemple les rats, dans les moments de surpopulation, il y avait des cerfs de l'île de Guam. On met des cerfs dans l'île de Guam, ils sont heureux, c'est le pays de cocagne pour les cerfs, il n'y a pas de prédateurs, il y a de l'eau partout, ils peuvent brouter, et ils se reproduisent tellement qu'ils fabriquent un facteur de stress, et ils meurent de stress, ils meurent d'hémorragie surrénale. Et c'est peut-être un peu ce que nous, on est en train de faire avec notre technologie stupéfiante. Il y a une machine qui me terrorise et que les jeunes appellent Internet, c'est qui est... Et moi, ça me terrorise. Je ne sais pas comment ils font. Je comprends pas les mots qui sont sur les écrans. C'est une langue que je ne connais pas. Mais alors, ça veut dire quand même que notre pouvoir, notre intelligence technologique, qui a commencé avec le silex, peut-être même avant, avec les abris, notre pouvoir technologique devient tellement performant que ça confirme ce que vous avez dit tout à l'heure. On est en train de faire une civilisation coupée de la nature, coupée du concret. Et à ce moment-là, on est en train de modifier le milieu qui nous modifie. Et comme j'étais neurologue, mais on le reste toute sa vie, on sait que les enfants élevés dans des espaces planes deviennent hyper vigilants, ils perçoivent mieux que les autres la moindre aspérité. Ou quand j'étais travaillé avec les Inuits, les enfants voyaient le phoque ou le poisson qui passait sous la glace. Nous, on voyait que de la glace. Eux, ils voyaient l'ombre. Et ils savaient où il allait sortir. Ils savaient exactement la distance. Quand j'ai travaillé au Congo, les pygmées qui vivent avec que des lignes verticales savaient qu'il y avait un singe qui bougeait derrière une feuille. Moi, je voyais rien, je voyais des feuilles. Eux, ils savaient la manière de la feuille, la manière de bouger. Ils savaient que derrière, il y avait un singe. Ça veut dire que notre système, notre cerveau est sculpté par notre milieu,
D'où la question de tout à l'heure, même les neurohormones sont modifiées par notre milieu, sauf qu'on modifie le milieu qui nous modifie. Alors je pense que maintenant, Daniel Faget, qui est historien, travaille aussi au Parc national de Porquerolles, et je pense que vous avez sûrement des tas de choses à dire sur la manière dont on modifie. Oui, je ne sais plus par où commencer, mais on peut revenir peut-être, parce qu'on a beaucoup entendu parler, à juste titre, de ceux qui changent et de ceux qui disparaissent. Ce qui ne change pas, pour le moment en tout cas, c'est qu'il y a 10 000 îles et îlots en Méditerranée, et que je crois que chaque personne qui vit sur ce bassin méditerranéen possède au fond de son cœur une île. Il y a là, je dirais, un invariant, et ces îles sont constitutives en fait de notre civilisation occidentale. Elles peuplent notre imaginaire. C'est une histoire qui remonte assez loin, puisqu'il y a des textes fondateurs qui ont inscrit les îles en fait dans nos représentations du monde occidental. Homère, évidemment. Et Homère, c'est un texte évidemment que vous connaissez, mais moi je suis toujours frappé lorsque je parle avec des enfants grecs par la manière dont ils connaissent chaque détail en fait de l'Odyssée. Ils sont capables de vous raconter les Lotophages, Nausicaa, et c'est quelque chose qui nous habite encore aujourd'hui. Et puis, il y a évidemment le mythe de l'Atlantide, qui est un mythe qui n'a jamais quitté notre mémoire, sauf peut-être au Moyen-Âge. Il faut le resituer, c'est Platon, dans les dialogues. On sait évidemment l'interprétation majoritaire aujourd'hui, chez les historiens en particulier, après les travaux de Vidal-Naquet. Nous savons que cette idée de l'Atlantide, chez Platon, est en fait une fable civique, un conte civique. Elle a pour but de dénoncer ce qu'il perçoit comme une décadence d'Athènes au 5e siècle. Il n'empêche que ce mythe de l'Atlantide n'a jamais quitté la scène. Il revient très très fort à l'époque moderne dans les représentations. Francis Bacon, et puis ce qui est moins connu, un auteur suédois, Olof Rudbeck, qui imagine en fait que l'Atlantide était située quelque part en Scandinavie. Là, il y a évidemment les prémices d'un discours nationaliste. Ces textes-là, qui sont essentiels dans nos représentations du monde insulaire et de l'utopie insulaire, sont puissamment renforcés à l'époque moderne par, d'une part, la littérature. Je crois qu'on a déjà parlé de Robinson Crusoe, effectivement. L'île de Robinson, c'est une reconstitution d'un paradis après la chute originelle, puisque Robinson, je le rappelle, si vous ne l'avez pas lu ou que vous l'avez oublié, relisez Robinson Crusoe. C'est un moment absolument extraordinaire où on voit ce naufragé qui va modeler son île en fonction de ses besoins et à la sueur de son front. C'est évidemment l'île des trésors, c'est l'île de Monte Cristo. Et je crois que dans notre région, c'est quelque chose qui est cher à notre cœur. C'est aussi la littérature, alors pour le coup du XXe siècle, c'est Lampedusa, qui réactive le mythe des sirènes. C'est un auteur grec moins connu comme Athanasiade. Bref, l'île, elle est restée un objet de fascination, on va dire depuis 2500 ans. Alors, comment expliquer ça? Et moi, en tant qu'historien, je me pose des questions. Pourquoi cette fascination pour les îles? Est-ce qu'il y a une assimilation de l'île avec une figure féminine? C'est une explication un peu courte, parce qu'on sait que dans les langues européennes aujourd'hui, l'île possède les deux genres. Ça dépend des langues. Elle est masculine ou féminine, parfois les deux d'ailleurs, comme dans le grec moderne. Vous remarquerez d'ailleurs à ce propos qu'en français, il y a une ambiguïté inconsciente, puisque le mot féminin en fait renvoie à un phonème exprimant la masculinité, ce qui est quand même assez curieux. Donc il faut sans doute l'expliquer, cette fascination, par d'autres ressorts. Alors, me semble-t-il, c'est une explication qui est peut-être un peu limitée sur le plan psychanalytique, mais j'ose l'avancer. Nous vivons sur une terre qui est une île au milieu de l'univers. Mais elle est difficile à représenter. Pour nous, pour l'individu, il est difficile de représenter les limites de la Terre, la forme de la Terre, son immensité.
Alors qu'une île, on peut se la représenter, on peut avoir une géographie mentale d'une île beaucoup plus facile à mettre en lumière. Et donc l'île, je pense que pour chacun d'entre nous, elle est de nature à nous rassurer. Elle est en fait un univers qui permet une pensée du chez-soi, une pensée de l'intime, une pensée de la maison commune. Et ça, je crois que c'est important. Et elle produit, on le sait, de l'utopie. Elle produit de l'utopie. Alors, il y a cette anecdote savoureuse, je la livre parce qu'elle est amusante. Par exemple, dans l'île du Grand Ribot, donc à très près d'ici, avant la guerre de 1914-1918, vous avez un prix Nobel de médecine, Charles Richet, qui fait tourner les tables. Il possède une propriété où viennent des sommités européennes et tout ce petit monde fait tourner des tables, fait surgir des ectoplasmes et fait parler les morts. Donc, utopie. Et puis, autre utopie qui m'est plus familière, parce que j'ai travaillé dessus, c'est celle d'un personnage complètement oublié qui s'appelait Charles Flégel, qui était un juif de Vilnius, installé dans une petite île du Dodécanèse qui s'appelle Kalymnos. Il y arrive en 1892, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ce qui est certain, c'est que dans cette île de Kalymnos, il va transformer l'île en fait en laboratoire de la pensée sociale. C'est un homme qui se range dans le courant de la social-démocratie, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est un révolutionnaire, mais Flégel va, avec d'autres, mettre en œuvre une réflexion tout à fait novatrice sur la notion d'accident du travail, au point qu'il va réussir à la faire rentrer dans la législation qui concernera les pêcheurs d'éponges dès avant 1914. Donc l'île, elle est aussi un endroit d'expérimentation, un endroit qui féconde en fait la pensée, qui émerveille. Pensez à Laurence Durel, les propos de Laurence Durel sur Corfou, où il a des pages absolument merveilleuses sur la beauté de la végétation. On peut évidemment avoir quelques doutes là-dessus, puisqu'on sait que ces îles de Méditerranée, elles sont, dès le XIXe siècle, modifiées par l'arrivée d'espèces non indigènes. Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui Porquerolles, Porquerolles sans les palmiers canariensis, sans les agaves, sans les figuiers de Barbarie? Non, ils font partie aujourd'hui de notre imaginaire. Et j'en profite pour attirer votre attention là-dessus. Attention, ce qui change n'est pas toujours ennemi. Ce qui change, c'est aussi quelque chose qui change notre regard et qui peut nous apporter un enrichissement dans notre imaginaire. Et enfin, je crois que quand on parle d'îles et d'utopie, il faut penser quand même à ces îles-prisons, à ces îles de relégation, à ces îles qui sont des îles qui, historiquement, sont des îles, parfois de refuge, mais aussi de relégation. Îles refuge, les pêcheurs marseillais échappent à la peste en se réfugiant sur les îles en 1720. Île de relégation, hélas, on a beaucoup d'exemples. Bon, celui des soldats revenant du Tonkin, évidemment, ceux qui vont mourir à Bagot, mais on a aussi tous les bagnes, toutes les prisons, les îles-prisons en Méditerranée, celles du régime mussolinien, les îles-prisons grecques, les îles-prisons turques, les Kerkénas, bien avant, les Kerkénas, l'archipel des Kerkénas en Tunisie, qui est un archipel dans lequel on relègue les prostituées de Tunis et les prisonniers de droit commun. Vous voyez, donc l'île, elle est un endroit aussi où parfois on va tuer l'utopie, où on va essayer de la tuer, l'utopie, lorsqu'on enferme à Macronissos en Grèce ou dans les îles de feu en Italie, les démocrates italiens, les démocrates grecs, c'est pour tuer la représentation de la démocratie et l'espérance d'un monde meilleur. Et pourtant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce que dans ces îles-là, au cœur des bagnes, l'espérance demeure intacte et c'est peut-être dû aussi à ce monde clos qui est l'île qui crée des solidarités entre les prisonniers, le sentiment d'un destin commun qui a peut-être joué un rôle. Je ne veux pas monopoliser la parole. Ouais, Boris, juste un point, mais moi j'ai toujours été frappé par ce nom des îles du Salut en Guyane, où effectivement on a ce paradoxe
des îles du Salut qui ont été salvatrices pour l'expédition de Kourou en particulier, mais qui se sont transformées après, au XIXe siècle, en bagnes, et des bagnes qui ont été actifs jusqu'en 1952, il faut le rappeler. Il y avait le bagne des enfants à Port-Cros. Oui, bien sûr, à l'île du Levant, oui, mais l'île du Levant pourrait s'appeler l'île du Salut maintenant. Mais... Merci. Alors là, je pense qu'on a... Le problème des îles, effectivement, c'est utopos, le lieu imaginaire. Et les utopies sont souvent criminelles. Il faut qu'elles restent dans l'imaginaire. Quand elles descendent sur Terre, là, c'est le concret. Mais il y a ici, à la Seine, il y a une utopie incroyablement merveilleuse, c'est la sécurité sociale. Quand je suis arrivé au monde, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait ni caisse de retraite, ni sécurité sociale. Et c'est un Ambroise Croizat, un ouvrier des chantiers de la Seine. Il y avait un risque de guerre civile après la guerre. J'étais enfant, je me rappelle très bien qu'il y avait une possibilité de guerre civile. 39 à 40% des Français étaient communistes, armés, aguerris par la guerre. Et donc c'était un moment propice pour prendre le pouvoir. Et De Gaulle a coupé l'herbe sous le pied en nommant un ministre communiste ministre des Transports, j'ai oublié son nom, et ce ministre des Transports a pris une petite équipe, Ambroise Croizat, ouvrier des chantiers de la Seine, qui a pris 3-4 copains ouvriers des chantiers de la Seine, et ils ont fait cette utopie incroyable, la sécurité sociale. Il fallait être givré pour penser un truc pareil. De Gaulle a donné ensuite les techniciens administratifs et le pouvoir politique et a permis de réaliser, mais l'utopie, elle est partie des ouvriers, de 4 ou 5 ouvriers de la Seine. Et ils ont fini par réaliser ça. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est ce que vous avez dit sur le Petit Ribaud. Il y a encore la maison de Richer sur le Petit Ribaud. Et alors, j'ai pas été dans cette maison, mais je savais que c'était les gens d'extrême droite qui étaient la culture maurassienne, c'est-à-dire une vraie culture arrogante, mais une vraie culture du mépris de ceux qui n'avaient pas la connaissance, et qui en même temps avaient une attirance pour les sciences ésotériques. Et même quand j'étais praticien, même quand j'étais étudiant, j'avais des maîtres que j'admirais beaucoup. Et un jour, à une réunion au plateau de Valençol, j'ai été invité par un de mes patients qui communiquait avec les Martiens. Et il m'avait invité chez lui à une soirée, et j'ai eu la surprise de voir ces professeurs scientifiques que j'admirais qui attendaient les Martiens avec mon patient. J'ai eu beaucoup de mal à rester simple. C'est-à-dire... Donc ça veut dire que l'esprit scientifique n'exclut pas du tout le besoin de magie, le besoin de poésie, le besoin d'utopie, et que peut-être même beaucoup d'hypothèses scientifiques partent dans cet esprit magique. Ensuite, il faut une méthode. Mais le point de départ est souvent une hypothèse, c'est souvent une utopie. Si vous êtes d'accord, on se pose des questions géniales entre nous, et puis ensuite on nous donne la parole à la salle, et vous êtes candidat, vous êtes forcément candidat pour prendre la parole. On se pose des questions entre nous, si vous en avez en tête. Hein. Non, alors, Raphaël, pourquoi est-ce que vous avez pris le cinéma comme argument pour exposer une idée? Alors, vous n'êtes pas le premier à le faire, mais là, ce soir, vous l'avez fait. Comme vous l'avez rappelé, me concernant, j'avais un parcours avant plus scientifique, en sciences humaines et sociales, pour, disons, aborder la question du réel et comment on en parle, comment on l'analyse. Je crois que le cinéma et plus généralement les arts donnent aussi une liberté d'expression différente, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr beaucoup de contraintes de divers ordres, et c'est ce qui fait toute entreprise créative aussi, les contraintes, c'est important et intéressant.
qu'elle soit choisie ou subie, mais il y a quelque chose dans les moyens d'expression qui sont à notre disposition qui est peut-être plus grand. Et pour revenir à la question des îles et qu'on évoque ce soir, je pense qu'il y a en toile de fond quelque chose que tout le monde touche, c'est cette question écologique aujourd'hui, et qui nous a... Une des premières choses qu'on a faites quand on a commencé à travailler sur les îles du parc, bon, c'est bien sûr Alors, Marc Dincombe avait raison de dire que le travail des agents du parc est peu visible. En fait, ce film est court, et c'est pas un film documentaire, mais c'est notamment au contact des agents du parc que ces questions nous ont intéressés, parce que je ne peux pas parler de tous les agents du parc, j'en ai peut-être côtoyé une dizaine, mais ils sont une soixantaine, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Sur les îles 25. Mais oui, voilà, sur les îles 25, oui. Donc. Mais c'est des gens qui ont quand même des parcours très intéressants et riches, et qui se posent vraiment des questions cruciales sur notre époque, et bien sûr sur leur mission, mais sur le monde, quoi. Comment appréhender cette réalité si difficile, et derrière il y a toujours cette question dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est fondamentale, qui est la transformation de notre rapport au monde qui nous entoure, et à savoir la remise en cause du concept de nature. C'est-à-dire que pendant longtemps, et on a tous été élevés et formés comme ça, on distinguait d'une part l'espèce humaine et d'autre part les autres espèces, qui a ensuite été catégorisée, et bon, l'humain a été catégorisé à diverses époques, de diverses manières aussi. Et aujourd'hui, on est dans un questionnement qui remet en cause ce distinguo, cette césure, et qui pose la question du rapport aux vivants, et du rapport des êtres vivants les uns avec les autres. Et c'est capital, parce que si on tisse ce fil de pensée, on en arrive à se poser des questions sur, par exemple, finalement, sur les îles de Porquerolles et Porquerolles, pourquoi les humains seraient plus légitimes à les habiter que d'autres espèces. Ça ne veut pas dire qu'on y répond, il y a différentes manières de répondre à cette question, mais c'est des questions qui me semblent importantes. Et parmi les agents, par exemple, du parc, il y a des débats aussi sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on devrait... un agent m'avait passé un article qui s'appelle quelque chose comme la stratégie du bon gestionnaire, le laisser faire la nature. D'autres parlent de libre évolution. Et en tout cas, c'est des questions qui sont extrêmement riches. Et on peut y répondre, et c'est ce que disait Marc Dincombe tout à l'heure, que puisqu'on en a la capacité, et c'est le choix qui est fait aujourd'hui, préserver la nature, c'est préserver sa richesse et son nombre aussi. Enfin, c'est-à-dire un peu comme on essaye de préserver des langues qui disparaissent les unes après les autres. Certaines sont parlées par 50 locuteurs. Un des tableaux du film qu'on n'a pas gardé finalement, c'était sur l'armérie de Belgencier, parce qu'au cœur de Porquerolles, il y a le parc bien sûr, mais il y a aussi le Conservatoire national botanique qui conserve des espèces méditerranéennes de plantes, et qui est une sorte, c'est un lieu qui aujourd'hui, quand on y va, c'est avec en tête la réalité dont on a parlé, la disparition d'espèces, et puis les craintes sur l'avenir. C'est un lieu un peu futuriste. On se dit, il y a des fioles là qui contiennent des graines, qui seront peut-être, c'est un peu de la science-fiction, quoi, les seuls points de départ qu'on aurait si on voulait récupérer telle espèce qui aurait disparu. Et elles sont conservées là dans des conditions, dans des chambres un peu refroidies, maintenues à une température ambiante. Et parmi ces plantes qui nous avaient intéressés, c'était l'armérie de Belgencier, qui est une plante qu'on trouve sur une seule commune du Var, qui n'est pas dans le territoire du parc, et qui compte peut-être 200 individus. Voilà, et elle est en augmentation aujourd'hui, mais donc à Porquerolles, ces graines sont conservées, et bon, voilà, c'est un peu cette question écologique, cette question de la pensée écologique, pour reprendre le terme de Timothy Morton, qui a réfléchi à ça, et qui est un des premiers, avec d'autres, Descola, Latour, à avoir questionné ce rapport au vivant et à la nature. Je pense que c'est avoir tout le temps en tête cette question dans tous les champs de l'action humaine, scientifique ou non, cette question écologique, et comment se rapporter à ce qui est vivant avec nous et autour de nous. Voilà, je pense que c'est un... Mais les marins ont joué un grand rôle dans l'agriculture.
en transportant les graines. Darwin a joué un très grand rôle en comparant les animaux, en transportant les graines. Napoléon a joué un très grand rôle en emmenant des scientifiques en Égypte qui ont rapporté des végétaux. Donc je pense que notre monde moderne a été beaucoup trop cloisonné. C'est-à-dire que Edgar Morin, avec qui j'ai écrit 2 livres, Edgar Morin dit le point faible de notre culture, c'est la fragmentation du savoir. Et qu'on devient, à force de devenir hyper spécialiste sur un problème minuscule, on finit par ignorer tout le reste du monde. Et comme vous l'avez dit, on fonctionne quand même avec les plantes, avec les animaux, avec l'écologie. Anne, elle va nous expliquer. Non, je ne vais pas vous expliquer. Je voulais juste parler aussi d'autre chose qui est vivant. C'est les histoires et toutes ces utopies en fait qui créent. Marche plus, si. Toutes ces histoires qui font partie de chaque individu et puis des représentations sociales et puis aussi de la façon dont on va agir sur un espace. Le regard sur le vivant, les éléments naturels changent. Mais j'ai l'impression aussi que ce qui change, c'est le regard sur les savoirs, sur l'immatériel, sur le savoir-faire, sur la culture qui fait l'esprit des lieux. Et dans un parc national, en tout cas en France, c'est aussi ça qui est patrimoine à vocation d'être protégé. C'est pas seulement le patrimoine biologique, mais c'est aussi ce patrimoine culturel. Et pour ça, eh bien, évidemment, il y a une nécessité d'identifier et de mieux comprendre l'attachement pour faire une boucle avec ce dont je parlais au début. Voilà, donc changement de regard sur le vivant qui peut être aussi immatériel. Sur le plan philosophique, ce qu'on est en train de vivre maintenant depuis quelques années, c'est que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il est dans la nature. Et là, maintenant, on le palpe, on le paye aussi. Et on le palpe alors que pendant toute notre civilisation, surtout occidentale, a été marquée par l'homme dominateur des oiseaux qui sont dans le ciel, des poissons qui sont dans l'eau. Les rapports de domination ont été d'emblée dits dans la Bible et dans les faits, puisque la violence des hommes, il n'y a pas une seule culture, il n'y a pas un seul pays qui n'a pas utilisé la violence des hommes pour faire de la culture, c'est-à-dire tracer des frontières, imposer sa loi. Si on a des frontières françaises, c'est parce que les aristocrates ont fait des guerres. S'il y a eu une cartographie des religions, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. Si on parle français en France, c'est parce qu'on a interdit le breton et le basque. Ça veut dire que les rapports de force, la violence a été civilisatrice. Alors, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est qu'on n'est pas au-dessus de la nature, on est dans la nature, et que si on ne peut plus, je crois, continuer comme avant, il faudra tout repenser. Vous avez des idées sur génial? Marc, vous avez une idée géniale? Non, Boris, je trouvais que la conclusion était merveilleuse avant de passer la parole à la salle. Qu'est-ce qu'il est bien, ce gars, là.